Bonjour à tous, Cédric pour C'était un vendredi. On change de format, je fais un truc un peu plus cool. Ah si, déjà ça m'évitera de me dandiner sur les vidéos. Et qui plus est, c'est un peu plus cool pour moi aussi. D'autant que comme ça j'ai mes notes. Surtout que si je lis mes notes et comme j'ai un flash dans ma gueule, j'ai beaucoup de mal à lire. C'est un groupe de rock. Mais avant ça, c'est la crise qui est à l'origine de la grande crise mondiale de 2008. Pour expliquer les subprimes, on va d'abord parler des scores de crédit. Les scores de crédit, c'est quoi? Il y a des agences privées payées par les banques qui vont étudier votre dossier bancaire, chacun, tous les contribuables, entre un score de 350 et 800. Ce score, ça va dépendre de vos crédits précédents, de vos taux de découvert, de votre argent en banque, etc., etc. Plus ce score est élevé, plus les banques auront des facilités à vous prêter de l'argent. Plus le score est bas, plus ce sera difficile, plus les taux sont élevés également, jusqu'à le refus complet de tout crédit. Ces différents scores permettent de classer les gens en plusieurs catégories. Vous avez les primes, qui sont les personnes les plus sûres pour les banques. Vous avez en dessous les mid-primes et en dessous les subprimes. Vous pensiez encore que les banques vous prêtaient en fonction de votre sourire? Alors vous avez le contexte. Pour éviter les défauts de paiement, les banques vont être plus à même de prêter en fonction de votre score de crédit. Le contexte historico-économique, c'est que depuis 2001-2002, il y a une bulle immobilière aux États-Unis qui fait que l'immobilier prend énormément d'ampleur. Une bulle, c'est une forte augmentation sur une courte période de quelques mois, quelques années, de la valeur d'une chose, en cas présent d'une valeur immobilière. Cette bulle, comme une vraie, a vocation, à plus ou moins long terme, à éclater ou à se tasser doucement. En 2005, on a un pic d'augmentation de 20% d'une valeur mobilière en moyenne. C'est un truc énorme. Cette hausse immobilière va se stabiliser vers 2007-2008. En parallèle, on maîtrise l'inflation avec la production délocalisée. En conséquence de quoi, on a une euphorie boursière entre 2003 et 2007. Pour dire, les indices mondiaux ont doublé. Suite à ça, au niveau mondial, on peut dire que tous les pays en voie de développement, type la Chine, ont un excédent de balance commerciale. Ils ont énormément de richesses, ils cherchent à placer. Ils ne placent pas dans leur pays, ils vont placer en Occident. Donc il y a énormément de liquidités qui arrivent dans les pays d'Occident, notamment les États-Unis. Ou les pays occidentaux eux-mêmes, qui, par l'écart des richesses qui se creusent, et de plus en plus riches et de plus en plus pauvres d'un autre côté, ces plus en plus riches cherchent aussi à placer. Alors on va revenir sur le score de crédit. Le score de crédit, en France, il est calculé en fonction des revenus, des crédits en cours, des taux de découvert, c'est-à-dire le nombre de fois que vous êtes à découvert et de combien, etc. En fait, par rapport à votre façon de gérer l'argent. A contrario, dans les pays anglo-saxons, en gros, ce score de crédit va dépendre grandement de la garantie que vous allez pouvoir proposer à la banque. Cette garantie, concrètement, c'est quoi? C'est une hypothèque. Tu payes pas, tu perds ta maison. On a d'un côté une valeur immobilière qui grimpe de façon, je dirais pas exponentielle, mais assez impressionnante. Prendre 20% de valeur mobilière, c'était énorme. Et d'un autre côté, on a ce prêt qui se facilite énormément en fonction de la valeur de votre immobilier. Alors vous commencez à le voir, le pourquoi du comment? C'est ça. Donc les scores minimaux pour les emprunts sont revus à la baisse très largement. Donc les banquiers et les organismes de crédit disent on va le faire en 3 temps. Premièrement, on va prêter aux gens dits non solvables à des taux plus élevés. Parce que de toute façon, s'ils payent pas, on leur chope la maison. Ces fameuses maisons, numéro 3, leur valeur d'hypothèque est moins élevée que la valeur réelle. Je m'explique. En gros, et pour simplifier, en 2004, quelqu'un veut faire un emprunt, il a une maison qui vaut 500 000 $. Il demande un prêt de 500 000 $. On hypothèque sa maison. On va compter pour un taux de 2,5% assurance comprise et sur 20 ans. Donc là, au bout d'un an, le mec, il a déjà payé 33 000 $. Et ces 33 000 $, il est même pas encore sûr de les revoir. Je m'expliquerai après. Là-dessus, comme le mec, il n'arrive plus à payer au bout d'un an, il se fait saisir sa maison à la valeur d'hypothèque de 2004. Or, comme je disais tout à l'heure, 2005, il y a eu 20% de plus-value. C'est-à-dire qu'en 2005, la maison, elle valait 600 000 $. Mais elle est saisie pour une valeur de 500 000 $. Vous voyez, en 3 fois, ils l'ont fait. Ces 33 000 $, en fait, on pouvait même pas le déduire une fois que la banque ou l'organisme financier saisissait le bien de la personne, puisqu'en premier, elle remboursait le crédit. Comme ça se fait à taux proportionnel maintenant, on rembourse d'abord le crédit et ensuite la valeur du bien. Seulement là, les premières années, c'était calculé pour que vous remboursiez que le crédit. Bon, là, on se dit qu'on est endetté ou qu'on voit que financièrement on n'arrive pas à s'en sortir, on évite on évite les emprunts, on évite ce genre de choses. On se retrouve pas dans la merde tout seul, on le voit arriver, quoi. Et c'est là où c'est pas une moitié d'enfoirés, les gars. Parce que les ménages ont été directement démarchés par les banques et les organismes de crédit. Et les modalités étaient très proches de l'escroquerie. Les taux pouvaient être à taux fixe et bas pendant les premières années.
indexé ensuite sur le taux de la Fed, la Banque fédérale des États-Unis, qui est relativement stable et sûr. Ou alors ça pouvait être indexé sur quelque chose qui n'a rien à voir, sur le taux du Libor, qui lui est beaucoup plus opaque pour les emprunteurs. Le taux Libor, c'est le taux auquel les banques s'échangent l'argent entre elles sur le marché de Londres. Le prêt pouvait être aussi à amortissement négatif. Grosso modo, payer moins cher les premières années, mais ça allongeait le temps du crédit. Donc l'un dans l'autre, ils payaient encore plus cher en dette. Alors vous allez me dire, quelle belle escroquerie. Mais c'est pas tout, parce qu'après ça, il y a eu la titrisation des crédits hypothécaires. Avec la titrisation, les banques vont pouvoir vendre leurs créances, donc nos crédits. Normalement, des crédits qui ne sont pas vendables, puisque ça appartient au passif de la banque. Là, elles vont les vendre à des sociétés écrans qui vont être créées exclusivement pour ça, pour en échange leur donner des titres qui vont leur permettre d'aller jouer aux traders sur les marchés financiers et boursiers. Ces emprunts qu'ils obtiennent et qui vont jouer en bourse, ça leur permet aussi d'accorder d'autres crédits. Donc on a des crédits qui entraînent, ils revendent les crédits, qui créent d'autres crédits, qui revendent des crédits. Ça fait ce qu'on appelle une bulle de crédit. Et ouais, c'est l'endettement des banques. Alors faut savoir que la titrisation des crédits hypothécaires, ça a été créé dans les années 70 aux États-Unis. C'est le gouvernement qui a décidé de faire ça pour augmenter la consommation des ménages, leur permettre de pouvoir consommer plus et d'acheter une maison ou un logement. Ces sociétés qui assurent les crédits hypothécaires n'assurent que théoriquement les primes. Et c'est l'État qui gère ça, qui assure derrière. Et c'est considéré aussi sûr en tout cas que des bons au trésor, mais beaucoup plus rentable. C'est qu'au milieu des années 90, il y a des sociétés privées qui se sont dit on va assurer les crédits hypothécaires, mais ceux des mid-prime, et par la suite, comme on verra, ceux des subprime. Le problème, c'est comme assurer une bagnole qui a 50 ans, qui a jamais été révisée. Ça tient pas la route, quoi. Et là, premier trimestre 2007, on a les premières faillites d'établissements américains qui assuraient justement ces crédits des subprimes. En juin-juillet de la même année, il y a des agences de notation, donc c'est celles qui vont dire que tel ou tel titre sur les marchés boursiers valent plus ou moins. Eh bien, ils vont déclasser complètement les titres subprime. Et de juillet à septembre, de grandes banques américaines ou européennes déclarent des pertes records, voire être au bord de la faillite. En gros, ces titres ne valent plus rien. Finance titrisée, en gros, ça inspire plus confiance du tout, donc ça se casse la gueule. Les sociétés écrans qui avaient été créées pour assurer et pour échanger les titres boursiers contre les crédits peuvent être réintégrés dans le bilan des banques. Comme elles valaient plus rien, ça fait 165 milliards de pertes au niveau mondial. Ça pique, quoi. Et là, ces grandes banques, américaines principalement, vont appeler au secours les grandes puissances, type la Chine ou les monarchies pétrolières. Toutes les banques, ce qu'il y a, c'est qu'elles commencent à avoir la trouille, donc elles refusent tous les échanges interbancaires. Par contre, la monnaie centrale, la vraie monnaie, c'est pas la monnaie spéculative qui fait des bulles, devient une valeur refuge. Mais toutes les banques qui ont de la monnaie centrale, elles refusent de l'échanger. Elles montent leur taux pour les emprunts, et elles essaient de vendre toutes leurs obligations et leurs actions. Et ce qui se passe, forcément, c'est que c'est la chute des bourses. Je parle pas d'une descente d'organes. Entre 2005 et 2008, on passe de 10% de défaut de paiement, donc 10% de personnes ne pouvant pas assurer le remboursement de leur crédit, et donc saisies sur leurs biens. En 2008, on passe à 25% de 2007, le plan Bush, qui va essayer de limiter le taux d'endettement des ménages, et le plan Obama en 2009, qui va essayer de limiter grandement la saisie des biens des particuliers et des ménages. Ensuite, il y a les baisses des taux directeurs de la Fed et de la Banque d'Angleterre, qui visent en fait à ce que les banques puissent plus échanger leur argent entre eux, et donc baisser les taux d'emprunt. Et enfin, la Banque centrale qui intervient en tant que prêteur de dernier recours, puisque les banques refusent de s'échanger des titres, etc., et c'est la Banque centrale qui va mettre son grain de sel et prêter de l'argent pour que les banques réussissent à revivre. Bon, au final, en 2007, c'est que les scores au niveau de la bourse sont à peu près pareils qu'en 2006. On a évité le krach boursier de justesse, mais on a encore bon espoir de pouvoir s'en sortir. Bon, on saura par la suite que c'est pas le cas. Donc c'est un épisode sur la crise des subprimes, c'est, comme je disais dans la vidéo de présentation, c'est quelque chose que j'avais pas compris moi à l'époque. Je pourrais pas vous dire concrètement ce que j'en avais compris, mais en tout cas, je ne m'y intéressais pas. Mais le fait de l'avoir étudié, ça permet de le comprendre. Donc j'espère avoir été assez clair pour vous puissiez saisir l'intérêt de comprendre les erreurs qui ont été faites pendant cette crise, parce que c'est en regardant le passé qu'on évite les erreurs de l'avenir. Mais voilà, je reviendrai sur d'autres crises qui peuvent être intéressantes, celle de 29 qui est plus facile à analyser puisqu'on a beaucoup plus de recul par rapport à ça. Et pour conclure, donc je vous remercie encore de vos conseils, je remercie la vidéothèque d'Alexandrie qui m'a beaucoup aidé. Je vous invite aussi à aller voir parce qu'il y a énormément de choses très intéressantes à voir. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, à partager, à tweeter, à venir discuter avec moi sur Twitter, etc. N'hésitez pas à partager, c'est comme ça que vous me rendez le plus grand service. Et donc je vous dis à vendredi dans 2 semaines.